Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes chez Continental pour une nouvelle émission sans concession. On va parler de contrôle technique, on va parler de pneumatiques évidemment et du rôle des pneumatiques dans le contrôle technique. Pour nous accueillir, Denis Turpin de Continental qui nous a concocté un superbe plateau. Il y aura Raphaël de Marolo, il y aura Rémi de Dekra et puis il y aura aussi Jean de 1001 pneus. Voilà, beaucoup d'invités, beaucoup de questions et nous on en a une pour vous. Une question, qu'est-ce que vous attendez et surtout qu'est-ce que vous pensez du contrôle technique? Allez, on retrouve tout de suite nos invités sur le plateau Continental. Nous sommes au cœur du dépôt Continental avec Denis qui nous accueille. Bonjour Denis. Bonjour David. Merci de nous accueillir ici. Alors tu nous as mis les petits plats dans les grands et des pneus partout. On est chez Continental au cœur d'un dépôt qui approvisionne la moitié de la France. Exactement. Donc on vous reçoit ici, on a créé ce petit studio pour vous, au plein milieu des 300 000 pneus qui nous servent à approvisionner la moitié nord de la France. Merci. Voilà. Et alors, on ne peut pas le voir à l'image, on ne peut pas le sentir à l'image, mais ça sent le caoutchouc ici. Ça sent le caoutchouc avec nous. Également sur ce magnifique plateau, Raphaël Girard de Marolo. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Et chez Marolo, on fabrique d'équipements d'atelier moto depuis 66 ans maintenant. D'accord. En France. On va en parler parce que la thématique de cette émission sans concession, c'est le contrôle technique. Et on va en parler aussi, on va parler du pneumatique. On est aussi avec Jean. Bonjour Jean. Bonjour. Donc toi, tu travailles pour 1001 pneus. Voilà, tout à fait, pour 1001pneus.fr. Donc il y a un site internet basé à Bordeaux qui, depuis plus de 15 ans, permet à tous les consommateurs et acheteurs potentiels de pneumatiques de trouver de l'information sur internet et de s'équiper en pneus et de faire surtout changer les pneumatiques même dans des garages partenaires, parce qu'on a des garages partenaires. Donc voilà, on gère toute cette chaîne-là, tout ça sur internet en France avec aussi une équipe d'experts, une douzaine de personnes à peu près en France. On recevra également sur ce plateau Rémi Courant de Dekra. Dekra, ce sont des centres de contrôle technique et il nous donnera quelques chiffres et notamment sur le taux de refus dû aux pneumatiques à cause du gonflage et de l'usure. Mais auparavant, on va voir un petit sujet. Tu nous as emmené, Denis, à la découverte de ce dépôt ici. Avec toi aussi, tu nous as donné quelques chiffres. On regarde ça tout de suite. Bon, alors Denis, on est dans le centre de mer, le dépôt de mer. Exactement. Ici, on est chez Continental. Combien il y a de références ici? Alors là, ici, on a plus ou moins 6000 références. On a 300 000 pneus, un petit peu moins de 300 000 pneus. Dans ce dépôt ou dans l'ensemble des dépôts? Parce qu'il y en a plusieurs là. Ah oui, donc il y a plusieurs cellules, un seul dépôt, plusieurs cellules. Mais donc on a plus ou moins 300 000 pneus. On est sur une grosse saisonnalité en ce moment avec l'hiver qui approche, les pneus hiver. Donc on est plutôt sur le pic de la saison. Et alors des pneus, je vois des pneus de moto ici, il y a des pneus voiture évidemment, il y a tout. Il y a tout, alors il y a des pneus voitures, des pneus industriels, des pneus poids lourds, des pneus agricoles, des pneus génie civil. Voilà, et donc on doit fournir tout le marché avec tous ces pneus-là. Et alors comment vous procédez? C'est-à-dire que vous avez des opérateurs qui ont des commandes et ils viennent piquer des pneus selon les références. Alors voilà, c'est comme quand on est au supermarché, on prend un caddie et puis voilà, on a une commande à honorer. On vient prendre un pneu. Alors ici, là, tu vois, tu as des pneus moto, un pneu voiture, voilà. Et suivant ta commande, tu mets dans le caddie pour ton client. Voilà. Les pneus sont ensuite positionnés sur les quais où des camions viennent les chercher pour le lendemain pouvoir livrer la marchandise à nos clients. Et alors ici, vous fournissez quelle partie? La France? Une partie de la France? Alors, c'est un dépôt qui alimente uniquement le marché français et la partie nord de la France. Voilà. On a un deuxième dépôt équivalent à celui-ci, à Monteux, donc, qui alimente le sud de la France. D'accord. Monteux, c'est dans quel département? C'est le... Alors, je crois que c'est le 13. Ouais, c'est le 13, c'est tout au sud. Ouais, exactement, c'est ça. exactement. D'accord. Donc,
Continental, 2 dépôts. Et ça, c'est que des dépôts, c'est-à-dire c'est pas la fabrication des pneumatiques, c'est la distribution, c'est ça? Exactement. Hein. On a des usines en Europe, partout dans le monde, qui fabriquent les pneumatiques. Et ensuite, les pneumatiques sont distribués un peu partout dans le monde sur les marchés pour pouvoir alimenter les clients du marché. D'accord. Donc ça, là, c'est assez impressionnant parce que ce centre, il remonte à quand? Vous l'avez construit quand? Alors, ce centre, on le loue à un logisticien qui s'appelle Deré. Voilà. D'accord. Donc, on est accompagné par des professionnels de la distribution de pneumatiques, voilà, et avec un autre cahier des charges, une partie du personnel, voilà, qui est Continental, qui suit aussi le dépôt. Hein, on a un vrai partenaire. Une partie Deré. Exactement. D'accord. Hein. C'est un partenariat entre 2 acteurs de la distribution. Enfin, un acteur du pneumatique et un acteur de la distribution, c'est ça? Exactement. Hein, donc, ici, tous les jours, voilà, tu as 40 camions qui livrent. Voilà, qui repartent. Voilà, tu as un peu moins de 30 000 tonnes par an qui transitent par là. Voilà, donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de pouvoir t'inviter ici, pour que tu puisses voir l'ampleur du stockage de pneumatiques voilà, qu'on peut voir. Et alors, on ne l'a pas à l'image, hein, évidemment, l'odeur du caoutchouc, l'odeur du pneumatique, on se croirait sur un paddock. Ouais. Tu trouves pas que ça sent bon? Si, ah bah non, moi j'aime bien l'odeur du pneumatique au petit matin. Comme ça. Non, Voilà. et puis on aime nos pneus. Hein. C'est la première des lésions au sol sur un véhicule. C'est une importance énorme pour la sécurité, pour le plaisir de conduire aussi. Hein. Donc voilà, on les aime nos pneus. Ouais, et puis vous nous avez fait un superbe petit plateau. Franchement, vous nous avez concocté un plateau avec une petite moquette grise aux petits oignons. D'accord, Denis, allez, on se dirige sur le plateau. Merci pour cette petite visite du propriétaire. Denis, on a vu, tu nous as fait visiter, tu nous as fait faire un petit tour du propriétaire. Ici, c'est depuis quand toi tu travailles pour Continental et combien de fois par mois tu viens ici? Ou par an? Alors moi, je travaille chez Continental depuis 27 ans. Hein. Donc j'ai commencé la vie professionnelle, ma vie professionnelle. C'est ton premier job? C'est mon premier job. Hein. Dans cette entreprise, j'ai évolué. Hein, et depuis maintenant 12 ans, je suis responsable de l'activité 2 roues pour le marché français et le marché du Maghreb. Donc passionné de moto, hein, tu peux voir tous les véhicules autour de nous. Je crois qu'il y a une de tes motos de course là, qui est derrière nous d'ailleurs. Exactement. On en reparlera de ça tout à l'heure, de l'implication dans la compétition. Est-ce que c'est nécessaire ou pas avec grand plaisir. Hein, avec grand plaisir. C'est une de tes résultats, tu nous donneras tes feuilles de temps. Pas forcément. Pas forcément. C'est pas la chose la plus glorieuse. Hein. On va rentrer dans le cœur du sujet du contrôle technique, on va parler de pneumatique. Mais auparavant, je voudrais me tourner vers Raphaël. Toi, tu es PDG de Marolo, donc à Cholet. Tout à fait. Vous produisez des équipements pour le contrôle technique, c'est ça? Alors, à l'origine, on fabrique surtout des équipements de garage moto depuis 66 ans en France. Et depuis le premier projet en 2010 de contrôle technique français, nous produisons du matériel pour le contrôle technique. Dans un premier temps, on a livré d'autres pays que la France, puisque la France a démarré que cette année. Mais ça fait effectivement 14 ans qu'on fabrique du matériel pour ce marché. Et cette année, c'était une année très particulière pour nous, puisque forcément, avec le démarrage de cette activité en France, ça a été le rush pendant 6 mois à l'usine à Cholet. Ça a été le rush à cause du contrôle technique? Oui, parce qu'en fait… Parce que tu es agréé en plus France, tu es référent. En fait, oui, on a été homologué par les différents réseaux comme étant un fournisseur potentiel pour leurs affiliés et leurs centres en nom propre. Par l'État même? Par l'État, en fait, il y a un cahier des charges qui a été donné, mais qui a été donné a posteriori, ce qui est quand même assez incroyable, mais bon, c'est comme ça. Et on a été totalement conforme au cahier des charges sur un de nos modèles, qui a été le plus plébiscité par le marché. Mais je dis le rush parce qu'en fait, il a fallu en quelques mois, pour pas dire quelques semaines, équiper des centaines de centres de contrôle technique sur toute la France, et y compris aussi dans les dom-toms. Et on a plus que doublé les effectifs en production pour être capable en fait de livrer et d'équiper tous ces centres, puisqu'il y avait une date butoir qui était le 15 avril, sachant qu'on avait eu l'information officielle le 23 octobre de l'année précédente. Et là, on a eu le cahier des charges pour dire qu'est-ce qu'on doit fabriquer pour ce contrôle technique.
Donc ça a été le rush d'abord au marche bureau d'études. forcée, on appelle ça. Exactement. Ouais. Donc c'est un peu la même chose aujourd'hui pour ce produit-là, le céléromètre. Ouais. C'est aussi à marche forcée, mais on s'adapte à ce marché qui est différent de notre marché habituel qui est la maintenance en fait des deux roues. D'accord, alors tu nous feras une petite démonstration du céléromètre, même si ici on n'a pas le droit de démarrer de moto, hein, je crois. Alors on est dans un site un petit peu particulier où on fait très attention à beaucoup. L'aspect sécuritaire est primordial ici, donc interdiction de faire démarrer des engins thermiques. On fera une simulation, on fera une petite simulation sans démarrer. Je me tourne vers Jean. Jean, donc tu es directeur commercial pour Michelin Pneus. Est-ce que le contrôle technique a changé quelque chose pour votre activité? Alors nous, pas spécifiquement, on n'a pas forcément vu d'augmentation des ventes spécifiquement liées en fait au contrôle technique. En revanche, nous sur la moto, sur la verticale moto, on a une très forte croissance, mais c'est plutôt lié à notre propre stratégie finalement. Alors quelle est-elle? Alors du coup, on a une stratégie qui est assez simple finalement. C'est déjà de déverser beaucoup d'informations sur Internet, parce qu'il y a 72% à peu près des clients et des consommateurs qui vont en ligne avant d'acheter des pneumatiques. Tu as les mêmes chiffres, Denis? Alors, sur la partie Internet, je pense que Jean est beaucoup plus spécialisé que moi, mais oui, il y a forcément une grosse demande d'informations. 72%. Voilà. Et en fait, ils vont vraiment chercher de l'information d'abord sur Internet. Après, ils peuvent acheter chez nous ou dans un centre physique. Mais en tout cas, ils viennent chercher d'abord de l'information. Donc, là où on a constaté une augmentation de trafic, c'est plutôt sur nos pages dédiées en fait, au contrôle technique, qui expliquent le contrôle technique moto. Vous faites ce qu'on appelle des landing pages. Des landing pages, voilà, ou un blog voilà, où on vient expliquer en fait, aux consommateurs et aux motards finalement comment il doit procéder pour réaliser un contrôle technique. À l'intérieur est détaillé bien sûr tous les aspects qui doivent être passés en revue pour passer le contrôle technique, les essieux, le pneu, etc. Et donc là on a une augmentation du trafic à peu près vers mai 2024, là on constate un pic. Mais dans tous les cas, l'activité moto est aussi, de par le marché, une activité qui progresse beaucoup chez nous et voilà, il y a beaucoup d'immatriculations aussi après le Covid. Voilà, c'est un marché qui est en forte croissance aussi. Et on le voit, ça on le voit dans nos chiffres. Est-ce que, Denis, le contrôle technique a changé quelque chose pour votre activité? Est-ce que vous le redoutiez? Est-ce que vous l'attendiez à l'inverse? Et est-ce que ça a eu une incidence quelconque, d'après vous, sur votre activité? Alors sur notre activité, je n'ai pas senti de changement. Le marché cette année, le marché global pneumatique en France, il est en augmentation de plus ou moins entre 4 et 5%. On va voir comment on va terminer la fin de l'année, mais la tendance est entre 4 et 5%. Donc on ne peut pas considérer que le contrôle technique aura boosté le marché du pneumatique. Voilà, c'est le premier constat qu'on peut faire. Voilà. Ensuite, le deuxième constat que nous pouvons faire, c'est qu'il y a une zone de flou autour du pneumatique. Est-ce que mon pneu peut passer le contrôle technique ou pas? Quelles sont les réglementations pour présenter un véhicule avec un bon pneumatique? Voilà. Et donc beaucoup de questions des consommateurs autour de ça et des professionnels. Voilà. On trouve aussi que dans la réglementation, il y a beaucoup d'aspects subjectifs. Est-ce qu'un pneu qui est réparé peut passer le contrôle technique ou pas? C'est à l'appréciation de celui qui va… C'est pas établi ça, Raphaël, dans le règlement? Alors moi je suis pas un épluché ou pas, j'ai épluché forcément les 80 et quelques points du contrôle technique. Mais je ne connais pas assez dans le détail sur les pneumatiques. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est de voir quels étaient les contrôles qu'on allait faire sur l'ensemble du véhicule pour définir quel était le meilleur pont élévateur, quels étaient les meilleurs moyens à mettre à disposition aux contrôleurs pour faire les contrôles. Mais je ne suis pas suffisamment expert sur ce point-là pour pouvoir y répondre. Alors, qu'est-ce qui peut être subjectif, Denis? Tu parlais de la réparation d'un pneumatique, mais il peut y avoir quoi? La longévité, l'usure? Alors, donc il y a des normes sur l'usure du pneumatique. Donc il faut qu'il y ait un minimum de 1 mm de profondeur de sculpture. Voilà. Oui, d'ailleurs il y a des petits outils pour ça. Exactement, il y a des petits outils, il y a des petits repères sur les pneumatiques. Voilà. Après,
est-ce qu'un pneu qui a 30 ans d'ancienneté, Ouais. hein, Et ça, on ne sait pas, si? ça on ne sait pas. Voilà. Est-ce que, alors, un pneu qui est craquelé ne peut pas passer le contrôle technique? La définition d'un pneu craquelé, voilà, on ne l'a pas forcément. Et puis, est-ce qu'on peut présenter une sportive avec des pneus à crampons à partir du moment où J'avais pas pensé à ça. on a le bon indice de charge, bon indice de vitesse, C'est vrai. le véhicule pourrait passer. On est motard. On sait que voilà, ça serait une aberration de présenter et de rouler avec ce type de véhicule. Ouais, Mais oui, mais et alors, à quoi correspond, je me tourne vers Jean, le numéro de DOT Alors, le numéro DOT, en Ça fait, sert à quoi ça donne tout simplement le mois, l'année de production du pneumatique. Donc on peut savoir alors, Ah, on quand peut. même, la longévité. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est jusqu'à quand on a le droit. exactement. Voilà, c'est pas écrit. Et puis c'est dans le contrôle, il est noté, en fait une vision. On regarde en fait, c'est un état général. Bon, on ne sait pas forcément ce qu'il en retourne. On en parlait aussi. Une moto qui est restée dans son garage longtemps, elle a peut-être été en contact avec des hydrocarbures, notamment les pneus. Le caoutchouc, c'est un produit naturel, il peut se dégrader et donc du coup, il perd en fait toutes ses qualités d'adhérence. Et ça, on le voit pas forcément. Donc, c'est assez difficile effectivement sans un vrai, D'autant que le contrôle est visuel, avant tout visuel. Alors on va revenir sur, j'ai plein de questions à vous poser sur le contrôle technique et sur les pneumatiques, mais auparavant on va visionner un petit micro-trottoir. On est allé à la rencontre de plusieurs personnes, plusieurs acteurs du monde de la moto qui nous ont livré leur vision et leurs sentiments sur le contrôle technique. On regarde ça tout de suite. Bah en fait, nous, on ne sait pas vraiment quelle était la promesse. Nous, ce qu'on peut dire, tout simplement, c'est que on a déjà expliqué souvent que la cause technique, quand on a regardé dans nos sinistres, hein, quasiment 100 000 sinistres depuis des dizaines d'années, on a observé que la cause technique a remonté très très peu dans l'accidentalité. En fait, c'est moins de 3% pour lequel en fait les experts ont relevé un problème technique sur le véhicule, et dans 0,4% en fait, c'était dangereux essentiellement à cause de pneumatiques hors d'âge. Moi, j'ai un contrôleur technique chez moi qui le fait et qui est le seul sur Gaillac. Il a passé à peu près 500 dossiers et sur les 500, en effet, il n'a pas eu un taux de retour qui était énorme. En effet, il rejoignait aussi quand même ce qui posait souvent souci, c'était quand même les pneus. Ouais. Après, ça restait très faible comme taux de retour. Ouais. On a un lien affectif avec sa moto, on la bichonne, on y fait attention. Donc les gens en fait mettent aussi de l'argent, regardent leur moto avant chaque balade. Et on a fait une étude sur l'entretien il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est 2023. Et un motard sur deux nous indique par exemple remplacer les pièces d'usure de sa moto de manière préventive. Donc un faible taux de contre-visite, bah, nous on n'est pas très surpris de ça. Nous, ce qu'on peut observer, par contre, c'est que c'est vrai qu'il y avait une promesse qui avait été faite sur un ordre de prix et qu'aujourd'hui, socialement, bah, parfois l'impact, il n'est pas si négligeable, en fait, parce que on nous promettait 55 euros. On n'est pas rare d'aujourd'hui d'avoir des factures de contrôle technique au-delà des 3 chiffres. Et de l'autre Ah côté, oui. on a la même prestation qui peut être faite à 35 euros. On a aussi beaucoup de motards qui sont multidétenteurs, donc c'est un budget pour eux. Donc, nous, on n'a pas d'observation sur ce prix. Est-ce que ça vaut ce prix-là? Nous, ce qu'on observe juste, c'est que les motards nous disent que la moto coûte cher, en fait, quoi. Et c'est un peu une contrainte pour eux qui pèse vraiment sur leur budget. Je pense que ce qui se passe, c'est que les gens qui sont amenés à faire ces contrôles-là, c'est un nouveau métier. Oui. Et comme tout nouveau métier qui se met en place, ils n'ont pas l'habitude, il faut qu'ils prennent le temps et investir de l'argent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve sur ces tarifs-là. Il y a quand même moins de choses pour moi à contrôler sur une moto que ce qu'il y aurait sur une voiture. La liaison au sol est quand même beaucoup plus complexe. Voilà, donc ces questions du contrôle technique. Raphaël, il y avait une appréhension de certains acteurs du contrôle technique sur... il y avait une diabolisation un petit peu du contrôle technique. Il y en a encore, il y a un boycott, on a des appels au boycott. On n'est pas ravis, hein, bien sûr, d'avoir ça. Est-ce que toi, tu as senti cette pression parce que tu disais que ton activité, elle a considérablement évolué.
est-ce qu'il y avait des attentes et à l'inverse, est-ce qu'il y avait des craintes sur le contrôle technique? Est-ce que tu as ressenti ça? Alors, nous, on n'est pas directement en contact avec les motards, puisqu'on ne fait que du B2B chez Marolo. Donc je n'ai pas ressenti ça. Oui, vous fabriquez des personnellement appareils pour les pros. Pour les professionnels. Voilà. Donc là, on a découvert de nouveaux professionnels, puisque finalement, le contrôle technique en France est réalisé par les acteurs du contrôle technique traditionnel de l'automobile et du poids lourd. Et on précise que les revendeurs de motos ont interdiction de pratiquer le contrôle technique. Tout à fait. Là, dans la législation qui est en vigueur en France, ils ne peuvent pas le faire. Donc là, pour nous, c'était une nouvelle clientèle. Je veux dire, donc on n'a pas ressenti cette appréhension des motards puisqu'on ne les avait pas en face de nous. Et pour être honnête, je n'ai pas fait de publicité sur le contrôle technique, sur le site Marolo. On en fait depuis 14 ans, j'en parle pas parce qu'on avait déjà été menacé en 2010 à propos de ça. Donc c'est une activité chez nous qui est totalement cachée. Une petite pression quand même. Voilà, il y a une petite pression. Ouais. Personnellement, j'étais assez surpris de ce qui s'est passé sur le début d'année où j'ai trouvé que finalement il n'y avait pas eu tant de pression que ça par rapport à ce qu'on avait pu voir les années précédentes où on avait vu Paris bloqué à plusieurs reprises, etc. Et j'ai été surpris qu'il n'y avait pas plus de manifestations à l'égard du contrôle technique. Je trouve que finalement ça s'est plutôt bien passé. Après, moi je trouve ce qui a été le plus compliqué, c'était la clientèle à qui on a vendu ce matériel n'était pas assez préparée à la manipulation des motos. La Voilà. formation. Ouais. Parce que Parce que le c'était contrôle très court, doit être en fait. visuel, néanmoins c'est un peu particulier parce que c'est visuel mais il touche beaucoup. Hein. Alors, avant déjà les contrôles, parce que les contrôles ils ont été formés par les réseaux, ça il n'y a pas de problème, mais déjà la manipulation du véhicule, elle n'est pas si simple que ça. On est tous motards, on fait ça depuis longtemps, voire même depuis l'âge de 14 ans avec le 103 SP. On sait manipuler une moto, on sait faire une marche arrière, on sait la déquiller, etc. Ça nous paraît une évidence, mais ce n'est pas évident forcément pour tout le monde. Et on a eu beaucoup de questions ou de la casse des fois sur du matériel de pro qui est pourtant réputé pour être increvable, excusez-moi l'expression, parce que les utilisateurs ne savaient pas du tout manipuler une moto, utiliser du matériel pour les lever et surtout faire ce qu'on appelle du levage additionnel. Ça, c'est un mot un peu barbare, mais le contrôle technique français a une particularité par rapport à d'autres pays, c'est qu'on nous demande de lever de manière alternative la roue arrière et la roue avant, pour pouvoir notamment contrôler les pneumatiques. Ouais, mais là c'est chaud, c'est pas facile. C'est pas facile, effectivement, sachant de plus que l'administration imposait seulement d'avoir un jeu de béquilles et un sabot pour tenir la roue avant. Ouais, mais bon. C'est une hérésie. Personne ne travaille comme ça chez les professionnels. Moi, ce que j'aimais à dire, c'est qu'on vend que quelques dizaines de béquilles d'atelier par an chez Marolo depuis 60 ans en professionnel, alors qu'on vend des centaines de tables élévatrices. Donc, on a pris le problème un peu à l'envers au niveau, pour moi, de l'administration. Effectivement, on voulait un contrôle pas cher. C'est pas réaliste, c'est ça. Ouais, c'est pas réaliste par rapport au matériel investi. D'avoir annoncé que c'était 50 €. Entre 30 et 50 euros. Entre 30 et 50 euros. Mais c'était c'est Clément Beaune, il faut rendre à César ce qui est à César. Il s'est avancé sur des tarifs qui sont absolument pas ceux-là. On est presque au double. Bien sûr. Mais c'était une décision politique, on le sait tous. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas, avec des béquilles, faire le travail qui était demandé aux contrôleurs. C'était pas possible. Et ceux qui ont fait le choix de travailler qu'avec des béquilles, forcément, ils ont fait tomber des motos. Il y a même eu des accidents, il y a eu des blessés, clairement, chez certains réseaux, parce que c'est pas du tout approprié. Mais voilà, c'est encore une décision politique. Par contre, il y a des réseaux, et je tiens à le souligner, Dekra a fait le choix de s'équiper avec du matériel de professionnels. Bon, on en parlera. On reçoit Rémi tout à l'heure, Rémi Courant de Dekra. On a pas mal de questions à lui poser. Alors je reviens vers toi, Denis. Juste après, j'ai une petite question à poser à Jean sur la proportion des taux de refus. Alors, les motards sont les bons élèves du contrôle technique, je le précise, parce que c'est entre 7 et 8% de taux de contre-visite. Sur les premiers retours qu'on a eus, mais tous ne sont pas passés, loin de là, et on va en reparler. Et alors, sur ces contre-visites, 1 sur 10 est justifiée par soit un mauvais état, soit un mauvais gonflage des pneumatiques. T'es étonné, Jean, de ça? Pas forcément, non, parce que ça, c'est vrai que sur le pneumatique, il faut toujours évangéliser le consommateur, parce que, notamment sur le gonflage, il y a près, je crois, 80% des motards qui roulent avec une sous-pression des pneumatiques. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, sur l'automobile, ça l'est déjà pour de l'aquaplaning, générer des accidents, mais là encore plus sur une moto.
Là, si le motard tombe, bah, c'est sa vie qui peut être en jeu. Et donc, voilà, il faut. C'est des chiffres qui ne sont pas étonnants pour toi. Non, c'est pas étonnant parce que finalement, le pneumatique est un achat contraint. Bon, on le sait, quand les clients vont chez nous, c'est qu'ils ont un sujet pneumatique, une problématique pneumatique. Soit le taux d'usure est arrivé à 1 millimètre, donc il faut changer la pneumatique. Et donc, on s'y intéresse finalement presque que quand il y a un problème sur le pneumatique ou quand le contrôle technique nous refuse le pneu. Mais en fait, c'est l'adhérence véhicule-sol, c'est le pneumatique qui fait effet. Donc c'est obligatoire d'en prendre soin, de faire très attention d'avoir les bons DOT aussi, d'avoir des pneumatiques, on dirait neufs et bien gonflés. Donc ça, c'est très très important. Ouais. Et on le fait encore une fois sur 1001 pneus, on délivre tous ces contenus, tous ces conseils, toute une partie conseils. Et ça, c'est très important d'aller les lire et de savoir comment. Donc vous faites un petit peu vous faites des articles finalement. Exactement, on fait des articles et ça, c'est très important d'en parler. Aussi pour moins user son pneumatique, il faut bien le gonfler parce qu'un pneumatique qui est mal gonflé et sous-gonflé peut être usé aussi, avoir des usures anormales, être usé d'une manière aussi prématurée. C'est de l'entretien, comme on entretient un véhicule, on entretient aussi entre guillemets ses pneus, on fait attention à ses pneumatiques. Voilà. Merci. Denis, est-ce que toi, d'abord, ces chiffres t'étonnent sur le taux de retour, 1 sur 10 et est-ce que tu penses que vous devez, vous, en tant que professionnel du pneumatique, mieux informer sur l'usage des pneumatiques? Alors, en tant qu'industriel, notre rôle, un de nos rôles, c'est de bien informer nos consommateurs. Ouais. Donc ça, c'est l'élément primordial. Ensuite, on éprouve tellement de plaisir à rouler en moto avec des bons pneus, donc qui correspondent à notre activité, bien gonflés. On a tous tendance à dire c'est la base, quoi. Avoir un pneu bon, bien gonflé, qui correspond à la route qu'on veut prendre, c'est la base. Voilà. Et je rejoins Jean sur les 80% du parc français qui est sous-gonflé. Voilà, ça peut paraître haut, mais c'est la réalité. Vraiment, c'est la réalité. Donc 80% sous-gonflage. Ouais. C'est les retours que vous avez. Oui, on part du principe qu'on peut perdre jusqu'à 100 grammes par mois dans son pneumatique. Ouais. C'est la jonction entre le pneu et la jante qui fuit. Ça peut être la valve qui fuit. Est-ce que ça les dégrade aussi plus rapidement? Le fait de rouler en sous-gonflage? Ah oui. Ah oui. Donc c'est aussi des économies finalement. Ah oui, non, c'est des économies forcément, c'est une augmentation de sécurité, c'est un plaisir qui diminue. On part du principe qu'il vaut mieux avoir légèrement plus de pression dans son pneu que légèrement moins. Voilà. Donc quitte à être pas bon, il vaut mieux être au-dessus que en dessous. Plus que moi. Mais d'accord, mais est-ce que selon les pneus, le gonflage change? On est d'accord. Selon les pneus, le type de machine, la charge. Donc, où est-ce qu'on se renseigne? Alors, au niveau de la pression de gonflage, oui. La réponse elle est très claire. C'est la préconisation du constructeur. C'est le constructeur de la moto qui va établir la pression qu'il doit y avoir dans les pneumatiques. Avec un pneu arrière 180 55 17, on va pouvoir équiper des motos qui font 160 kg, 280 kg. Donc la pression dans le pneu, forcément, ça ne sera pas la même. Pour supporter la charge, pour supporter les contraintes, voilà. Donc c'est le constructeur de la moto qui va donner les indications de la pression de gonflage. Ça, c'est la réponse est très claire. Voilà. D'accord. Merci Denis. On va continuer avec vous, messieurs. On va regarder la deuxième partie de notre sondage, de notre micro-trottoir qui nous révèle quelques avis bien tranchés. On regarde ça tout de suite. Le motard, encore une fois, ça reste de la passion. Le jour où il y aura des motos électriques, je pense qu'il y aura bien des motards qui seront tristes. Parce que ce bruit-là fait partie de la passion, en fait. Maintenant, il y a des règles à respecter sur la route. Et il y en a qui les respectent, il y en a qui les respectent un peu moins. Le seul organisme qui peut venir contrôler ça, c'est un gendarme ou un policier sur la voie publique. Ouais. Là, on rajoute un élément en plus.
nous, sur ce sujet-là, on est partagé parce que nous, on considère vraiment que le bruit, c'est une nuisance réelle, c'est une question de respect par rapport à son voisinage, par rapport à la société, tout simplement. En fait, on n'est pas là pour embêter les gens. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, comme dit l'adage. Nous, ce qu'on constate, c'est que sur un événement particulier comme un contrôle technique, aujourd'hui, changer un échappement, ça met 3 minutes, rajouter une chicane, ça met 2 minutes, 2 minutes. Donc, on préfère que la sanction soit opérée déjà sur le bord de la route par des contrôles, par des comportements irrespectueux. Est-ce qu'on doit faire un contrôle technique spécifique? Non. Pour nous, en fait, le contrôle il est déjà opéré par le motard au quotidien. À partir du moment où il enfourche sa moto, il sait déjà en fait qu'il doit pouvoir lui faire confiance. Et ça, on l'a vu dans les statistiques, encore une fois, post-accident ou par des enquêtes comme celle de Deroulab, les motards tiennent à leur vie, ils sont conscients de leur vulnérabilité et donc du coup, ben, ils entretiennent leur moto. Elle n'est pas facile cette question. Elle n'est pas facile parce qu'il y a une réalité fonctionnelle qui est conditionnée par beaucoup de choses. Parce que modifier des choses, on peut le faire, mais il faut le faire dans les règles de l'art. Mais on sait qu'aujourd'hui, les motos se customisent, on a des café racers, on a aussi, il y a le sujet, mine de rien, des enduros. Hein. Euh, Oui. Ah oui. je pense que si on prend 100 motos d'enduro qui sont immatriculées, je ne sais pas combien il y en a qui vont passer le contrôle technique si on est strict sur tous les points. Est-ce qu'aujourd'hui, on va arriver à avoir suffisamment de contrôleurs qui seront vraiment capables de contrôler ces machines-là? Et si jamais ils le sont, à quel coût? C'est pareil, en fait, c'est que le contrôle visuel, c'est un peu la même réponse qu'avant. C'est que aujourd'hui, quand on leur a posé la question, le contrôle visuel, il est quasiment systématique. Il y a dans l'enquête sur l'entretien de Roulab en 2023, c'est 49% des motards font un contrôle complet visuel de leur moto avant une grande balade. Ça veut dire qu'ils regardent l'état des pneus, ils regardent les fuites au JOSPI, ils regardent les câbles quand il y en a encore, ils regardent tout ce qui pourrait bouger et qui ne devrait pas bouger, l'état de leurs plaquettes. Tout ça, c'est un contrôle qui est systématiquement fait par eux-mêmes. Et je le dirais plus loin, c'est que c'est appris lors de leur passage du permis. On vous apprend à regarder. Ouais, après, encore une fois, on en revient à un nouveau métier. Et souvent, si on veut faire les choses dans les règles de l'art, vraiment idéalement, pour aller vraiment contrôler une fourche et tout ça, enfin, c'est un banc d'essai de suspension. Je sais pas si tout le monde se rend compte de ce qu'il faut, mais c'est des investissements énormes. Aujourd'hui, les seules personnes qui ont ces éléments-là, c'est des préparateurs de suspension. Le contrôle visuel est suffisant sur certains éléments. Maintenant, tout dépend où on place le curseur. Retour sur le plateau de Continental, on va appeler ça le plateau Continental. Ça me plaît bien. Hein, ça me plaît, hein, c'est le plateau Continental. On va aborder quelques petits sujets avec toi, notamment ici, on a de beaux véhicules. On a ce véhicule-là que tu as piloté. Alors ça, c'est ma moto. Hein, c'est donc, ta moto, la voilà. Continental Race, c'est ça? Alors, en fait, ça part d'une idée qu'on a eue avec Fred Fourgeot. Fred Fourgeot, c'est l'ancien patron de la CIMA qui est hélas décédé sur un pneu éclaté d'ailleurs. Alors, c'est pas le pneu qui avait éclaté, c'était la jante. Hein, c'était la jante. Sur un gonflage. Mais voilà, le résultat, c'est une triste nouvelle pour le milieu de la moto et pour ses amis. Ouais. Exactement. Donc lui, il avait lancé, vous aviez lancé ensemble cette Continental GT Cup. Alors, Ippon Continental GT Cup. Ippon Continental GT Cup. Alors, le hasard, c'est que Continental, c'est le nom de la Royal Enfield que l'on a derrière nous. Exactement. Et c'est aussi le nom de la marque. Alors, le projet, moi, j'ai trouvé génial à la base. Hein. C'était tous la même auto, tous dans la même rigolade, voilà, tous amateurs. Ouais. Et puis voilà, on partait sur les circuits et associer le nom Continental de la moto et la marque du pneumatique Continental, je trouvais ça absolument génial. Ouais. Au début, on était parti sur un sponsoring. Finalement, j'ai acheté une moto et finalement, je fais la saison complète. Ouais, on y va à fond et tu la refais l'année prochaine. Hein, et je la refais l'année prochaine, oui. Et quand on y a goûté, on peut que y retourner. Voilà. Ah ouais. Donc l'implication de Denis, est-ce que vous la retrouvez dans vos activités? Je vais me tourner d'abord vers Jean, vers toi. Jean, vous êtes tous des passionnés de miller un pneu. Est-ce que vous utilisez tous des pneus? Vous êtes motard? Vous n'êtes pas motard? Alors, c'est une très bonne question. Alors, on est tous passionnés à nos échelles. En fait, comme on propose tout type de pneumatique, d'ailleurs,
tourisme, camionnette, 4x4, moto, mais aussi vélo. On est à Bordeaux, un cycliste, donc il y a un cycliste, un motard, presque un camionneur, et des personnes qui ont des véhicules. Je pense à Maxence Membré qui a une BMW, il a une série 1 là, il est passionné aussi de moto. Jérémy Vispoursec qui est passionné de moto. Voilà. On a un peu tous et chacun, il y en a même qui viennent avec des trottinettes qui ont des pneus. Vous voyez, donc on est passionné finalement de plein de types de véhicules. Ouais, exactement. Et du côté de chez Marolo, du côté de Cholet, du côté de Nantes, tout ça. Il y a beaucoup de passionnés de la moto. Je crois qu'il y a un bon vivier aussi là-bas. Oui, en fait, il y a une grosse majorité des salariés qui sont motards. Il y en a aussi qui font la Continental GT Cup, c'est exactement. pas vrai, de chez Marolo. Exactement, et c'est le seul étranger de la course. Il s'appelle Walter, il est dans l'équipe Marolo depuis peu, c'est un Italien. Oui. Voilà, mais j'ai aussi d'autres. Est-ce que vous l'avez recruté parce qu'il faisait des bons chronos? Il se débrouille pas si mal que ça, Denis, je pense. Il finit devant moi. ça fait, vous voulez pas le dire. Ça fait pas partie des critères de recrutement. Non, du tout. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes chez nous qui font de la piste et qui sont motards. Oui, il y a une grosse population de motards chez Marolo. Et alors, Denis, justement, les motards, j'en viens à ma question, c'est-à-dire que vous êtes passionné jusqu'à faire de la compétition. Donc, est-ce que ça a un lien avec le fait que les motards sont la population qui a le moins de taux de refus au contrôle technique, c'est-à-dire qu'ils connaissent leur engin, et pourtant, Denis, le taux de refus le plus important, c'est sur le gonflage ou l'état du pneumatique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Pour moi, il y a un paradoxe. On sait tous, quand on est motard, la première lésion au sol, c'est le pneumatique. Donc, par principe, c'est la chose auquel on attache énormément d'importance. Et que cet organe de sécurité soit la première cause de refus. Je ne sais pas s'il est négligé. Est-ce que c'est dû à une négligence? Est-ce que c'est dû à un manque d'information? On ne sait pas. On n'a pas assez de recul pour savoir ça. Mais en tout cas, pour moi, il y a un paradoxe qui est évident. C'est un élément si important sur une moto qui est le pneumatique, qui correspond au premier refus quand on passe son véhicule. Donc, il faut qu'on approfondisse le sujet. Parce que c'est quand même dingue, c'est étonnant. C'est la première cause de refus. Raphaël, il y en a combien des éléments de la moto qui sont examinés, qui sont contrôlés. Je pense que Rémi répondra mieux que moi, mais c'est plus de 80 points qui sont examinés sur la moto. Points, dont plein de points de sécurité comme le freinage, les éclairages, etc., qui sont aussi des points importants pour une moto. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Effectivement, je te rejoins que quand on est motard, on sait tous que le pneu, c'est capital si on veut bien prendre le virage, si on veut rester sur sa moto, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant qu'il y ait tant de refus sur les pneumatiques. J'aurais pas pensé, personnellement. On va accueillir Rémi. Toi, tu vas nous laisser Jean, tu vas laisser ta place à Rémi. Mais encore quelques mots sur 1001 pneus. Vous, votre objectif, c'est quoi? Nous, notre objectif, en fait, c'est simple, c'est d'apporter le bon produit au client et de le livrer au bon endroit. Pour ça, on a une offre très élargie, comme je disais, plus de 45 000 références. Et donc on arrive en fait à trouver le pneumatique, ce qui est parfois très difficile à trouver puisque il y a des milliers en fait de produits sur le marché et stocker tout le marché, même s'il y a énormément de pneus, on ne pourrait pas stocker tout le marché. Et donc grâce au digital, on se connecte en fait à énormément de dépôts en France et en Europe et on arrive à délivrer le pneumatique, le bon pneumatique pour le client et à le livrer soit chez lui, soit par exemple du tout-terrain. On peut livrer le pneumatique chez lui s'il souhaite le monter lui-même. Et sinon, on a 4500 centres partenaires et des réseaux aussi nationaux partenaires. On a Best Drive qui d'ailleurs va revenir avec nous là, dans peu de temps. Et donc ce qui permet de réaliser le montage. Et finalement, l'objectif c'est de bout en bout en fait, du choix du pneumatique en passant par l'achat au bon prix jusqu'à la livraison, et de servir le client grâce à ces outils digitaux qu'on propose aujourd'hui chez Miller. Merci Jean, on va accueillir Rémi, merci beaucoup. En attendant que Rémi s'installe, on va regarder quelques images de la Continental GT Cup.
retour sur le plateau Continental avec cette merveilleuse installation que tu nous as concoctée, Denis. Et nous, on accueille ici Rémi Courant. Bonjour Rémi. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci pour ce beau plateau, effectivement, très bien installé. Bravo, hein, avec des motos, des vélos. On en reparlera tout à l'heure du vélo en particulier. Rémi, toi, tu travailles chez Dekra. Tout à fait. À quel rôle? Je suis directeur technique et qualité. Directeur technique et qualité. Nos réseaux véhicules légers, poids lourds et maintenant catégoriels, donc moto. Alors, grosse actualité Bien entendu. sur la moto, grosse responsabilité. Et le contrôle technique moto. Donc, tu connais bien Raphaël, d'ailleurs, vous connaissez bien tous les deux. Depuis pas si longtemps que ça, finalement, mais on a appris à se Et connaître. 12 mois en fait. Hein, voilà, Donc, Raphaël, tu fournis le matériel utilisé par les centres de contrôle technique Dekra. Chez Dekra, la moto, les premiers chiffres, les premiers retours du contrôle technique, est-ce que vous avez été étonné par ça ou est-ce que ça correspondait à ce que vous attendiez? En fait, on n'avait pas beaucoup d'attentes sur ce contrôle technique. C'est quelque chose de complètement nouveau pour nous en France, quelque chose qui existe dans la plupart des pays européens depuis un certain temps, donc sur lequel on peut avoir des retours, mais le contrôle technique étant ainsi fait, les réglementations sont différentes d'un pays à l'autre, les parcs motos sont très différents également d'un pays à l'autre, donc on n'avait pas réellement d'attente sur ce contrôle technique. Vous aviez des avancé, références finalement quand même? Vous aviez des références dans d'autres pays? Oui, bien entendu. Oui, Est-ce que c'est différent la France? Est-ce que on fait toujours mieux en France, bien entendu. Monsieur est flatteur. Bien entendu, c'est toujours différent. Voilà, ne serait-ce que même la manière de contrôler, les points qui sont contrôlés, les outils utilisés sont différents d'un pays à l'autre. Et donc la France est forcément différente de ce qu'on a. Donc le lancement, finalement, s'est très bien passé. Ouais. Un des points clés pour ce lancement, c'était d'arriver rapidement et dès le 15 avril à avoir un maillage suffisant partout en France pour pouvoir offrir des points de contrôle de proximité et que les centres de contrôle s'investissent dans cette nouvelle activité. Ce qui a été le cas, ce qui a bien marché. On a plus de la moitié des centres de contrôle véhicules légers qui se sont également lancés dans le contrôle des véhicules de catégorie. D'accord. Et donc le taux de retour des pneumatiques, dont c'est le sujet aujourd'hui, est-ce que vous êtes étonné? Est-ce que ça correspond un petit peu à ce qui se passe dans d'autres pays et pourquoi? Alors, d'un point de vue général, le taux de refus, donc le taux de véhicules qui finissent en contre-visite à l'issue du contrôle technique, est entre 11 et 12% sur l'ensemble de la catégorie L. Et plutôt moins sur les deux roues de plus de 125 cm3. Oui, voilà, c'est un peu le bon élève, c'est les vraies motos. Bien entendu, on est en dessous de 10%. Pour donner une référence, c'est 2 fois moins qu'en véhicule léger. Ouais, que les voitures, quoi. 2 fois moins que les voitures. C'est par contre à peu près les niveaux qu'on connaît en poids lourd. À peu près 10%, c'est le niveau qu'on connaît en poids lourd depuis. Parce que la réglementation, parce que les règles de sécurité sont très exigeantes au niveau du poids lourd, c'est ça? Alors, les flottes sont très différentes, la périodicité de contrôle n'est pas la même, ils sont contrôlés tous les ans, les poids lourds. Les véhicules professionnels, donc forcément très suivis, c'est un outil de travail, on ne peut pas se permettre d'être en panne avec un véhicule lourd. Donc, bien entendu, le marché est différent, mais voilà, ça donne un positionnement, un ordre d'idée. D'accord. Et donc, sur ces à peu près 10% de taux de refus, on a effectivement le point qui ressort le plus souvent, ce sont les pneumatiques, et notamment l'usure des pneumatiques. Pas tant la non-conformité d'un pneumatique, puisqu'on vérifie également que les dimensions sont bien les bonnes. On a assez peu de retours sur des mauvaises dimensions de pneumatiques, c'est moins d'1% des contrôles réalisés. Et par contre, au global, 3% quand même des contrôles qui sortent avec une défaillance majeure, donc une contre-visite sur le pneumatique. 3%. D'accord. Et par rapport à d'autres pays, c'est conforme ou... Alors, d'autres pays, difficiles à dire. En tout cas, par rapport à ce qu'on connaît en véhicule léger, c'est assez similaire. En fait. Ouais, d'accord. Et alors, le gonflage, ça entre en ligne de compte ou pas? Alors, le gonflage est contrôlé lors du contrôle technique. Oui. Par contre, ce n'est pas un motif de contre-visite. Ah, c'est pas un motif de contre-visite. Donc, si la pression n'est pas bonne, on la réajuste. Vous la réajustez dans les centres. C'est sympa. Un service supplémentaire. Merci pour ça. C'est même un service réglementaire pour le coup. Et alors, il y a seulement 5% de cyclos, c'est ça? À peu près. Un petit peu plus. C'est 8% à peu 8%. C'est faible. C'est faible. Les chiffres que l'on avait sur les bases de données d'immatriculation, c'est un tiers de cyclomoteurs, ouais. un tiers de 125, un tiers de gros cubes et quelques milliers, dizaines de milliers
de véhicules sans permis, de quad et autres véhicules qui rentrent dans la catégorie. Donc sur ce tiers de cyclo, finalement, il ne représente que 8% des véhicules contrôlés. D'accord. Sensiblement moins. On se dit quand même, et on est assez sûr que les bases de données, comme je disais, ne sont pas extrêmement fiables, que le nombre de cyclos immatriculés est probablement assez loin du nombre de cyclos réellement en circulation. C'est des véhicules qui ont une durée de vie probablement un petit peu moindre, qui ont un usage qui peut être un petit peu plus rude que sur d'autres motos, un entretien aussi potentiellement un peu moins suivi. Et donc effectivement on les voit moins en contrôle technique, avec bien entendu aussi là-dedans un phénomène d'évitement du contrôle. Alors l'évitement du contrôle. Alors justement, on va en parler tout de suite de l'évitement du contrôle parce que Raphaël, tu vas nous en parler. Il y a bientôt, pour les cyclos notamment, un contrôle de vitesse. Un accéléromètre, un céléromètre. Céléromètre qui est là. Voilà, exactement. Donc ça fonctionne comme ça. Le céléromètre, ça consiste en quoi? Alors, le céléromètre, en fait, c'est une machine pour vérifier la vitesse des catégories L1. Alors, L1, c'est un petit peu technique, mais en Europe, il y a des segments qui sont faits en fait, dans les catégories L. Ouais. On connaît tous le L3, en fait, c'est la moto. Voilà. On parle beaucoup aujourd'hui de moto, c'est une seule des 7 catégories, des catégories L. Le L1, ce sont les 2 roues qui, de par leur construction, ne doivent pas dépasser les 45 km/h, que ce soit des moteurs thermiques ou électriques. Ouais. Voilà. Alors, tu nous as apporté un beau ça, cyclo. voilà, hein. typiquement, Franchement, Denis, il est magnifique, la bleue. La meule bleue, voilà, c'est typiquement, ça rentre dans le L1. Le 103 SP, quand on était jeune, on en parlait hier soir, voilà. Et le scooter, moins de 50 cm3, qui soit thermique ou électrique, c'est un L1. Voilà. D'accord. Et donc, ça va être contrôlé à partir de quand? Alors, la réglementation aujourd'hui, l'arrêté et le décret qui sont en vigueur, impose la mise en place de ce contrôle au 1er juin 2025. C'est-à-dire c'est demain, à l'échelle industrielle. 1er juin 2025. Et avant ça, il y a le bruit encore. Alors voilà, il y a aussi la mesure du bruit. Alors là, ce n'est pas spécialement les L1, il y a beaucoup plus de catégories qui sont concernées pour le bruit. Et ça, c'est au 1er mars 2025. Attention à tous, le bruit au 1er mars, le céléromètre, céléromètre, la vitesse pour les petits véhicules au 1er juin, c'est demain, comme dit Raphaël. Et pour toi, Denis, ça représente quel enjeu, les nouveautés? Alors le bruit, non, mais les cyclos et l'évitement d'un certain nombre de la population moto. Est-ce que vous anticipez que ça va vous faire un petit peu augmenter la production? Nous, l'enjeu majeur qu'il y a là-dedans, Ouais. c'est de pouvoir servir nos clients. Ouais. Ah, donc si demain il y a un surcroît de demande, du fait du contrôle technique ou d'autres événements qui peuvent arriver, nous, on se doit de pouvoir alimenter le marché. Voilà. Donc, moi, je me dois d'adapter mes stocks là qu'on peut voir là autour de nous à cet éventuel surcroît de demande qu'on risque d'avoir sur le premier trimestre 2025. Denis, on parlait avec Rémi de différentes catégories parce qu'on parlait des poids lourds, on parlait des cyclos. Ici, au centre, au dépôt de mer, vous fabriquez quel type de pneus? Parce que je vois les énormes pneumatiques. Là, vous allez de quoi à quoi? Alors, on stocke ici, c'est du stockage, et on va stocker tous les pneumatiques, à l'exception des pneumatiques avions. Mais sinon, tout ce qu'on peut imaginer Parce en que vous faites de l'aviation aussi? Non, c'est le seul produit que Continental ne fabrique pas. Ah d'accord, ça fait quand même vaste. Oui, c'est vaste. Alors, on va partir du pneu qui doit être le plus léger possible. Donc voilà, ça c'est le pneu qui a gagné le Tour de France. Voilà. Donc ce pneu-là, il fait 273 grammes. Voilà. Et on va pouvoir stocker des pneus comme vous avez derrière, des pneus agricoles ou des pneus génie civil qui vont peser plusieurs centaines de kilos. Exactement. Voilà. De toute façon, c'est impressionnant. Celui-là, par rapport aux pneus de vélo, 270 grammes, tu dis? 273 grammes. Non, pardon. 273 grammes. Pour la petite anecdote, l'ancien qu'on pouvait proposer pesait 17 grammes de plus que celui-ci. Ouais. Donc on a réussi à réduire le poids de 17 grammes. Grosse performance en R&D. On peut en rigoler, mais très très grosse performance en R&D. Ah non, c'est le plus haut niveau de la compétition. D'ailleurs, Denis,
vous êtes partenaire du Tour de France. Exactement, donc on accompagne le Tour de France donc, depuis 4 ans. On est partenaire pneumatique. On équipe 8 équipes sur 14 au Tour de France et on a la référence sur ce marché-là en produit qui s'appelle le Grand Prix 5000. Le GP5000. GP5000, et vous croisez un autre acteur de la moto qui est Kawasaki, qui est partenaire aussi. Oui, sur le Tour de France, on est amené. Ils fournissent les motos. On est amené à croiser énormément de motards, ça me fait plaisir, puisque je m'occupe de la partie vélo et de la partie moto. Et on peut considérer finalement qu'il y a autant sur le Tour de France de motos que de vélos. Et ça, moi, ça me fait plaisir. Petite question, tu préfères aller au Tour de France ou au Grand Prix de France moto? Ah là, c'était dur, dur. Non, mais je suis obligé. C'est un dilemme, vraiment. David, je vais être obligé de te dire, j'adore les deux. La réponse de Normand. On est ici à Mer, on est dans le centre. Ouais, les deux, c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant. Et alors, on a la chance d'avoir énormément d'événements. On peut considérer que le marché français est un marché amoureux du deux roues. On a le plus bel événement vélo du monde, le Tour de France. On a le plus grand Grand Prix moto de France. Plus grande affluence des Grands Prix. Voilà, donc on peut être fier de ça. On est une nation de motards aussi. Alors bon, le Tour de France, le Grand Prix de France, ton cœur balance, on va dire. Denis, quelles épreuves tu t'attends toi particulièrement dans la saison moto? Alors moi, passionné. Donc on aime les courses d'endurance, on aime les 24 heures du Mans, on aime le bol d'or. Donc moi je serai présent sur cette épreuve-là. Je soutiendrai nos pilotes français au Grand Prix de France. Donc je serai là et j'espère pouvoir être présent au bol d'or classique avec une moto et un coéquipier. Très bien. On suivra de près, on y sera aussi au bol d'or classique, on va vous annoncer des choses. Regarde plutôt le bas du classement. Ne dis pas ça. Rémi, cette passion, en fait, on a Denis ici qui est à la fois professionnel et passionné. Chez Dekra, est-ce que vous le découvrez ce monde de la moto un petit peu? En fait non. Non, vous le connaissez déjà. Bien entendu, nos contrôleurs sont tous 100% d'anciens mécanos. Et s'ils sont venus à la mécanique, ça peut être la mécanique voiture, ça peut être la mécanique camion, ça peut être la mécanique de roue, c'est qu'à la base, il y a un certain attrait pour la chose mécanique et bien souvent pour la moto. Ce qui fait que dans nos équipes, dans nos contrôleurs techniques, dans nos équipes techniques, on a beaucoup de motards finalement, une grosse proportion. Donc vous avez des personnes qui sont plutôt familiers de la moto. Néanmoins, ça nécessite, j'imagine, une formation. Bien entendu. Voilà. La formation, est-ce que c'est un point clé du contrôle technique et comment vous l'avez géré, comment vous allez le gérer? Parce qu'il y a des évolutions à venir. Bien entendu. Donc, la formation, c'est bien entendu un point clé. C'était un point extrêmement important pour le lancement, qu'on ait des contrôleurs qui soient correctement formés sur les spécificités du contrôle des deux roues. Ce sont des spécialistes du contrôle technique, de manière générale, donc ils savent contrôler un véhicule, mais là on a des spécificités importantes, notamment sur les véhicules à deux roues. Et également sur les pneumatiques. Et alors, j'avais une question justement. Vas-y. J'avais une question pour toi, Rémi. Est-ce que vos contrôleurs sont formés sur le pneumatique pour pouvoir juger si le pneumatique est bon ou pas? Oui, bien entendu. Ils sont donc formés déjà sur une formation initiale. Donc là, on a une formation initiale. Tous les contrôleurs y sont passés. Tous les contrôleurs qui font bien entendu contrôle moto, ils sont passés avant le 15 avril. C'était d'ailleurs une prouesse de passer autant de monde en aussi peu de temps. Le timing était très contraint. Et cette formation comprend bien entendu une part sur les pneumatiques. Et en plus de cette formation de base, tous les ans, les contrôleurs repassent en formation. Donc sur la voiture, c'est 2 jours de formation tous les ans. Ouais. Sur la moto, sur la catégorie L, ce sera 2 jours en plus tous les ans. Et dans le cadre de ces formations, on va revenir sur des points spécifiques. L'année prochaine, ça sera la première formation de ce qu'on appelle le maintien de qualification. Ça sera l'occasion de revenir de manière générale sur la mise en place de ce contrôle technique, ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien, les points à réater, les bonnes pratiques. Et bien entendu, le pneumatique, on l'a dit, c'est la principale défaillance qui peut être constatée. Donc c'est un point important qui sera abordé dans le cadre de ces formations. Et vous travaillez aussi, j'imagine, parce qu'il faut se former au matériel, évidemment. Vous travaillez ensemble, Raphaël Oui. Sur la formation des contrôleurs techniques? Nous, on n'intervient pas directement dans la formation des contrôleurs techniques, mais en fait, la formation est réalisée par les réseaux.
Donc en amont, on rencontre les réseaux. J'imagine qu'il y a une notice quand même. Ah oui, bien sûr, ça c'est obligatoire. Ça c'est même c'est au niveau européen, que ce soit contrôle technique ou autre. Dès qu'on livre une machine, on doit livrer une notice d'utilisation. D'accord, d'accord. Et pas forcément, par exemple, le scéléromètre, là, ça va être difficile d'utilisation? Alors, non, c'est un outil assez simple, mais là il y a encore un autre acteur qui va venir dans ce processus, c'est que le scéléromètre, c'est un moyen de mesure. Hein. Donc il doit y avoir des entreprises qui sont habilitées par nous, le constructeur, mais aussi reconnues comme étant des professionnels de ce secteur-là, qui vont venir installer ce matériel-là, l'étalonner et le maintenir, et la fréquence, c'est tous les 6 mois. Il y a une obligation ça nécessite de par la législation. Une expertise. Tout à fait. Quels sont Rémi, les autres points de contrôle, hors le pneu, derrière le pneu, qui engendrent le plus de taux de refus? On retrouve, alors c'était une surprise sans l'être vraiment, mais on retrouve assez régulièrement des fuites au niveau des fourches ou des amortisseurs. Ah d'accord, d'accord. C'est de mémoire un petit peu plus de 2% des contrôles qui sortent avec ce type de défaillance, ce qui est pas neutre. Et on peut se dire aussi c'est un contrôle que l'on peut faire assez facilement de manière visuelle, c'est un élément qui est accessible, mais pour autant on détecte assez régulièrement des défaillances là-dessus. On va retrouver aussi de la défaillance sur les kitchens de manière moins importante, mais également assez régulière. D'accord, d'accord. Et les prochains défis qui vous attendent, alors je vais faire un petit tour de table ici. D'abord toi, Raphaël, les prochains défis qui t'attendent en lien avec le contrôle technique? C'est cet appareil-là, le scéléromètre, puisque le cahier des charges a été validé par l'administration le 31 juillet, juste avant qu'on parte en vacances. Donc on a su ce qu'on avait à fabriquer comme matériel et les milliers de centres sont censés être équipés et opérationnels pour le 1er juin 2025. Donc on a un impératif de développer des produits qui sont des machines, donc à faire aussi homologuer selon la réglementation européenne, puis après la faire homologuer par l'UTAC, qui est un organisme français qui valide ces machines-là, puis après d'habiliter les entreprises qui vont venir les installer, les maintenir, les étalonner, les fabriquer, tout ça en quelques mois. Donc c'est vraiment un challenge pour nous les industriels, mais aussi pour les réseaux qui après, eux, doivent former leurs utilisateurs au matériel. Donc, chez Dekra, Rémi, combien de contrôleurs techniques? Alors, on a à peu près 1300-1400 contrôleurs qui sont impliqués sur la moto. En particulier, et donc vous allez développer les centres. Quel est l'avenir là pour les centres de contrôle technique? Alors, on a passé la première étape qui était la mise en place, qui était, on le disait tout à l'heure, une étape clé et complexe, un timing contraint, des formations à mettre en place, du matériel. Et merci Raphaël pour la rapidité de livraison des équipements. Le timing était vraiment très contraint. La mise en place s'est bien passée. Tous les jours dans les centres, ça se passe bien. Avec les motards, ça se passe bien. Et même au niveau des tarifs? Et même au niveau parce qu'ils sont forcément plus élevés que ce qu'on attendait. En tout cas, ils sont inférieurs aux tarifs que l'on constate en véhicule léger. Ah oui, d'accord. Ils sont aux environs de quoi, de 80, 70, 80? Ah non, on est en dessous de ça. On est plutôt entre. Alors c'est forcément variable d'une région à l'autre, d'un centre à l'autre. Les prix du contrôle ne sont pas fixés. Ils sont libres, il y a une libre concurrence, des réalités économiques différentes sur les territoires. Donc ça peut varier entre 60, c'est de cet ordre à peu près. Ouais, d'accord. 80 € sur certains sites. Donc ça se passe bien avec les motards? Ça se passe bien. On a, pour vous donner un ordre d'idée, sur le marché au global, là on arrive bientôt à fin novembre, on aura contrôlé plus de 850 000 motos. C'est en dessous des chiffres que vous attendiez ou... Comme je disais tout à l'heure, on n'avait pas vraiment d'attente. Ouais, vous avez pas. Mais ça veut dire que le parc global, il est estimé entre 3 et 4 millions de véhicules, pas très bien connu, entre 3 et 4 millions de véhicules. Donc on va se dire qu'en année pleine, ça équivaudra à 1,3 million, 1,4 million de véhicules contrôlés. Ce qui est relativement cohérent finalement au regard du parc. Ça c'est sur tous les centres? L'ensemble des centres qui est... Vous en avez combien sur l'ensemble? On a à peu près 900 centres. 900 centres qui sont impliqués sur ce contrôle-là. On a un peu plus de 1500 qui font de l'activité véhicule léger, 900 qui font de la catégorie L. Et sur le marché global, tous les acteurs confondus, c'est à peu près 6600, 6700 centres de véhicules légers et 3400 à peu près centres catégoriels. D'accord. Les enjeux alors de demain? Les enjeux, les prochaines étapes, Raphaël on a dit 2 mots. On a le sonomètre qui nous arrive, c'est demain, c'est le 1er mars. Ah oui.
Donc là, toute la profession, les équipementiers sont mobilisés pour arriver à livrer des équipements dans les temps pour que l'on soit prêt. Ouais, là, ils se font livrer les pots d'origine pour les remettre. Alors, il y a ce côté-là. Il y a tout un travail, Denis. Parce que je ne me prononcerai pas. Parce que la bleue, elle a le pot d'origine. Mais pas toutes. Pas toutes, pas toutes. Ouais. Donc voilà, le premier. Et la deuxième étape avec le céléromètre qui va venir tout de suite derrière. Donc voilà, des beaux challenges encore pour cette année. Et on en parlait, un sujet important sur la formation aussi, avec la première formation de la qualification qui va. Merci Rémi d'être venu jusqu'ici, jusqu'au dépôt de mer, ici dans le centre, chez Continental. Merci Raphaël d'être venu jusqu'ici. On termine avec toi, Denis, notre hôte de la journée. Merci. Voilà. Quels sont les enjeux pour Continental liés au contrôle technique et d'une manière plus générale? Alors, en fait, je pense que on considère que le contrôle technique ne doit pas nous apporter de boost sur notre business. En fait, on change les pneus quand on a besoin de les changer. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que beaucoup plus de véhicules qu'on pensait doivent changer leurs pneus. Donc nous, le challenge que l'on a, c'est d'avoir en stock les futurs besoins de demain. Voilà. Mais le message que j'aurais à passer, c'est changeons des pneus quand ils ont besoin d'être changés, tout simplement. Voilà. Et deuxième critère, pensons à faire nos pressions de gonflage. Si on veut avoir un maximum de plaisir à rouler sur nos routes. Alors je terminerai sur tes objectifs sportifs. Donc tu nous prépares un podium? Un podium, je ne sais pas, mais je voudrais continuer à prendre beaucoup de plaisir avec mes copains sur la piste. Moi, je te propose que quand on se retrouve à un moment ou à un autre sur une piste si c'est une moto comme ça, moi ça me va. Eh ben, ce sera une moto comme ça. On prend date, je suis d'accord. Mais avant de partir, David, tu sais qu'on est partenaire du Tour de France. Oui. Et moi, je tenais à te offrir, donc à chaque fois que quelqu'un gagne l'étape du Tour, voilà, il a une magnifique médaille. Voilà. Et je te laisserai regarder. Pogacar. Voilà, et celle-là, elle est pour toi, David. Mais elle est signée. Elle est dédicacée par Tadej Pogacar. C'est la vraie signature, la vraie médaille, quoi. Mais je la mérite pas, Denis. Mais si. Je roule qu'à moto avec des moteurs, moi. T'es le meilleur d'entre nous, donc voilà. Bon, non, mais merci, c'est fabuleux. Incroyable médaille. J'aurais jamais cru que j'aurais une médaille cycliste un jour. Mais ça me fait plaisir de te faire plaisir. Voilà. Merci. Continental, partenaire du Tour de France et puis qui nous accueille ici dans ce centre impressionnant, ce centre de mer. On est sur la commune de Mer, justement. On est sur la commune de Mer. Entre Blois et Orléans, le long de l'autoroute A10. Voilà, c'est dit. Merci à tous. Nous, on se retrouve pour une prochaine émission sans concession très prochainement. Merci Raphaël, merci Rémi, merci Denis de nous avoir accueillis et à bientôt. Salut à tous.